Ces fêtes attirent les courtisans à Versailles, dont la renommée dépasse déjà les frontières. Le château de Louis XIII est trop petit pour accueillir cette foule. Dans l'esprit du roi, jeune et enthousiaste, naît l'idée du grand projet. Déjà, les poètes chantent ces lieux et Madeleine de Scudéry, dans sa promenade de Versailles, présente le château à une belle étrangère. Que vois-je, me dit-elle? Est-ce là ce que vous appelez la petite maison du plus grand de la terre? Oui, lui dis-je, madame, c'est Versailles. Cette vue qui n'est ni trop étendue, ni trop bornée, et qui a beaucoup de diversité en peu d'espace, est assurément fort belle. La détermination du roi ne fait plus de doute. Mais il est partagé entre le désir de conserver et de rajeunir. Après de longues hésitations, il décide de conserver le château de son père. Son architecte, Levau, guidé par l'ampleur des jardins tracés par le nôtre, dresse les plans des nouveaux bâtiments. Si le roi se divertit encore à Versailles, il n'en surveille pas moins les travaux. Le château vieux est enveloppé côté jardin par les nouvelles constructions. En 1669, se dresse la nouvelle façade. Entre deux pavillons se développe une longue terrasse. Les trois fenêtres centrales sont celles du salon qui s'éclaire également de l'autre côté sur la cour de marbre. Ce salon deviendra la chambre du roi en 1701. En 1679, Mansart remplace la terrasse par la galerie des glaces décorée par Lebrun et dont se déploie ici le toit. Cette galerie ajoute encore au prestige de Versailles et Madame de Sévigné en vante la magnificence. Je reviens de Versailles, j'ai vu les beaux appartements, j'en suis charmée. Si j'avais lu cela dans quelques romans, je me ferais un château en Espagne d'en voir la vérité. En même temps que s'édifie la galerie, la façade du château vieux sur la cour de marbre reçoit un nouveau décor. Le salon est modifié, rappelons qu'il deviendra la chambre du roi en 1701. Les épreuves de la Révolution, les transformations sous Louis-Philippe dénaturèrent Versailles. Dès le début du XXe siècle, on voulut lui redonner vie en le restaurant. La chambre, qui était présentée dans un état provisoire jusqu'en 1978, est restaurée à son tour. Dans l'atelier de ferronnerie, les médaillons du balcon de la chambre sont recréés. À partir d'un modèle sculpté dans le bois, est obtenue une empreinte en élastomère. Une épreuve en plâtre. La matrice en métal. Le poinçon sur lequel le médaillon est travaillé au repoussé. Les armes de France, le chiffre du roi. Avant de dorer les médaillons, il est nécessaire de faire des essais sur place. Dans la chambre, les boiseries en place depuis près de 3 siècles n'ont jamais été déposées. Elles vont être démontées élément par élément pour être restaurées. En effet, le bois à jouer, des fentes sont apparues. Ce travail demande beaucoup de soin.
Il a fallu fabriquer des échafaudages spéciaux, rechercher des moyens de levage particuliers afin de mouvoir ces pièces dont certaines pèsent plus de 250 kilos. Cette arrière-voussure, dite en queue de paon, est d'une forme remarquable. Son assemblage relève de la technique de la tonnellerie. La partie supérieure de la chambre n'est pas démontée, car il s'agit là d'un décor en plâtre doré. La restauration du décor original de la chambre, c'est-à-dire essentiellement des boiseries, a été rendu possible grâce à la loi programme sur les musées. Vous savez en quoi consiste une loi programme. Habituellement, les crédits sont accordés chaque année, après que le Parlement ait voté la loi de finances. Le 11 juillet 1978, le Parlement a voté une loi qui prévoit donc des crédits pour l'ensemble des musées nationaux, et Versailles est un des bénéficiaires de cette loi, l'un des principaux d'ailleurs, avec donc des enveloppes annuelles, ce qui a permis aux responsables d'établir un programme, d'où le nom, un programme échelonné sur 5 ans. Ainsi, nous avons pu commencer la réalisation de certaines opérations à long terme, auxquelles nous rêvions depuis longtemps, mais que nous ne pensions pas pouvoir réaliser avec nos crédits annuels, habituels. La restauration donc de la chambre du roi a porté essentiellement sur les boiseries et la balustrade. Ces boiseries datent de 1679, alors que la chambre était encore un salon ouvrant sur la galerie des glaces. Elles ont été complétées en 1701, date à laquelle on a sculpté les bordures de glace, les dessus de porte, les volets. Donc le décor est de 2 époques différentes, mais il s'harmonise parfaitement. La chambre du roi qui est inaugurée cette année marque donc un point d'orgue dans cette loi programme qui a commencé en 78 et qui doit s'achever en 82. Mais nous avons d'autres projets et d'autres réalisations qui sont en cours. Après leur restauration, ces éléments sont remis en place. Pourquoi restituer cette chambre? Parce qu'elle fut la chambre officielle durant le XVIIIe siècle. En 1682, Louis XIV abandonne le Louvre et Saint-Germain. Il fixe la cour et le gouvernement à Versailles. Certains le regrettèrent, tel Saint-Simon, qui, dans ses mémoires, considère que ces lieux sont les plus tristes et les plus malsains. Mais
Mais le roi avait maîtrisé cette nature ingrate. Le château s'achevait, il pouvait y installer la cour et en régler la vie par l'étiquette. La chambre était le cœur du château. C'est pourquoi il est important de lui redonner son éclat d'origine. Ces figures féminines ont été sculptées dans la masse. Les chênes utilisés provenaient des forêts de Versailles. Il faut vérifier les assemblages, sculpter les pièces de bois qui rebouchent les fentes. Après restauration, les boiseries sont remises en place. L'ensemble de ces travaux a demandé 8 mois. Lors des transformations du salon, la suppression d'un plancher a donné à cette pièce une hauteur de 10,15 mètres. La dorure des boiseries doit être reprise. Après dépoussiérage et lavage, c'est l'encollage, puis le rebouchage des parties endommagées. Les ordres du roi concernant les travaux de cette chambre ont été consignés par Mansart. Ils nous montrent l'intérêt du roi jusque dans les moindres détails. Rechampir les fonds de beau blanc. Après séchage, les parties rebouchées sont poncées, puis reprises au fer. Maintenant, c'est l'application de la feuille d'or. Ce travail est délicat, car il faut harmoniser avec les parties anciennes.
Achevez de dorer d'or bruni les corniches, les pilastres, bases et chapiteaux en entier, les cadres, chambranles et sculptures. Peindre de mosaïques rehaussées d'or les embrasements et plafonds des 3 croisées de l'attique. Posez les glaces sur la cheminée et au trumeau opposé, avec toutes les moulures de bronze qui doivent les tenir. Posez la cheminée de marbre et les ornements de bronze dorés d'or moulu qui doivent être attachés dessus. Ces glaces sont anciennes. Il faut les ajuster car l'encadrement a joué. Louis XV fit placer la seconde cheminée parce qu'il avait trop froid. La balustrade est une des restitutions importantes de cette chambre. L'ébéniste sculpte les éléments manquants, les dés, mains courantes et balustres. De longues recherches ont été nécessaires pour restituer cette balustrade. Nous savions qu'elle avait été rachetée par Louis-Philippe et que c'était lui qui l'avait replacée dans la chambre du roi au moment de la reconstitution de la chambre. Néanmoins, des documents anciens nous montraient que sa composition n'était pas la même. Nous sommes arrivés à la conclusion que dans cette balustrade, on avait sans doute sous Louis-Philippe réutilisé des balustres anciens, probablement refait quelques balustres neufs, et qu'en tout état de cause, la partie basse de la balustrade, ce qu'on appelle le socle, et la partie supérieure qu'on appelle la main courante, avait, bien qu'ancien, ne provenait pas de la balustrade de la chambre.
nous avons été amenés à repenser le problème et surtout à essayer de reconstituer les deux portillons à deux vantaux que tous les documents anciens nous montraient, alors que la balustrade que nous trouvions à l'époque Louis-Philippe ne comportait que des portillons à un seul ventail. Un petit détail qui est une anecdote, mais qui nous a prouvé que les dessins anciens devaient être suivis de très près, reconnus comme bons, c'est que sur le parquet de l'alcôve, nous retrouvions inscrit dans le parquet la trace des roulettes des deux portillons d'origine et qui nous prouvait bien que nous ne nous trompions pas quand nous voulions remettre des portillons à deux vantaux. Donc nous sommes vraiment certains que le travail que nous avons fait là est historiquement exact et que nous avons vraiment reconstitué la balustrade de cette chambre telle qu'elle était sous Louis XIV. Des essais de montage, la préparation de la fixation au sol sont effectués sur place, car aucune modification ne serait possible après dorure. Les dés, situés aux extrémités, doivent épouser le profil des pilastres. Un gabarit est préparé. Reporté sur le dé, il permet de tracer le profil pour le découper. Tous les éléments de la balustrade vont être dorés. Cette dorure est effectuée sur les bois nus. Les balustres anciens ont été débarrassés de la vieille peinture dorée et dégraissés. Cette technique traditionnelle de la dorure exige une suite d'opérations très minutieuses. Ces tailles, ajoutées à la colle de peau, renforcent le pouvoir collant et empêchera les vers d'attaquer le bois. On ajoute du blanc de meudon. L'encollage s'effectue à chaud. Cette pâte, faite également de colle de peau et de blanc de meudon, maintenue chaude sous l'aisselle, permet de réparer le décor sculpté. Maintenant, application d'un apprêt de même composition, mais dilué. 7 à 8 couches sont nécessaires. Après polissage, le décor sculpté est repris car les couches d'après l'ont empâté. Cette étape est importante. Elle redonne toute sa vie à la sculpture. Cet encollage jaune est composé d'ocre et de colle de peau légère. Il est déposé dans les fonds. Sa teinte masquera les manques éventuels de dorure. Le dernier encollage, appelé assiette rouge, est composé d'huile de lin, de sanguine, de colle de peau et de mine de plomb. La mine de plomb donnera la brillance au moment du brunissage.
L'assiette rouge est déposée sur les reliefs. Pour que cette base soit parfaite, il en faut 3 couches. Pour fixer la feuille d'or, on humidifie à l'aide d'une solution légèrement encollée. Ce frottement sur la joue graisse la palette de martre, ce qui permet de mieux saisir la feuille d'or dont l'épaisseur n'est que de 1/1000 de millimètre. Brunissage à l'aide d'une agate. Fauteuils et pliants sont aussi restaurés puis dorés. Le doreur vérifie le bon fonctionnement des pliants. Un texte d'archives et le tapis de la chambre de la reine ont permis de retrouver le modèle du tapis d'alcôve livré en 1727. Il est actuellement tissé à la manufacture de la savonnerie. À travers les fils de chêne, le lissier regarde dans un miroir l'envers du tapis car le dessin y apparaît plus net qu'à l'endroit, puis compare avec le modèle. Les fils de laine sont enroulés sur des broches. Le point employé est le point noué. C'est celui des tapis d'Orient. Il fut importé en France au début du XVIIe siècle. Les premiers ateliers étaient installés au Louvre, puis ils furent transférés en 1621 sur la colline de Chaillot dans une ancienne savonnerie. Il faut tasser pour serrer les points. Égaliser la chaîne. Le tapis est exécuté en 2 parties. Les boucles de laine sont coupées pour former le poil du tapis. Les brins sont répartis pour que le dessin soit bien net. Ce tapis sera achevé dans 2 ans. Je voulais faire la chambre du roi parce que ça faisait une balance entre
la chambre de la reine et la chambre du roi et la galerie des glaces. C'était pour moi le cœur battant de Versailles. J'ai réussi à faire à Lyon, car j'avais trouvé au Mobilier National des échantillons anciens du petit motif et du grand motif de la chambre du roi. Nous avons réussi à faire, ça a coûté à peu près, je sais pas, 80 millions, comme ça de cette époque-là, tous les cartons à Lyon, chez Prel et chez Tassinari et Patel, des tissus de la chambre du roi. Et puis, il a fallu mettre au point les dessins, etc. Enfin, ça a été très compliqué, très long, ça a duré 3 ou 4 ans. Sur cet ancien métier d'une largeur exceptionnelle ont été tissés 87 mètres de brocart à grand motif. Si au XIXe siècle, ce métier fut équipé d'une mécanique jacquard pour faciliter la commande des fils de chêne, seul le canut sait dans quel ordre il doit passer les fils d'or, d'argent, de soie pour former le motif. Pour ce tissage, entrepris il y a 23 ans, le travail avance à raison de 6 cm par jour en moyenne. Je ne voulais pas que ce soit l'État qui paie, parce que j'appelle ça des dépenses somptuaires. L'État, par exemple, peut verser beaucoup d'argent pour restaurer les toits, mettre en redot un bâtiment, pour restaurer des statues dans le parc, pour faire des choses comme ça. Mais des tissus, c'est tout de même beaucoup à demander à l'État. C'est bien que j'ai voulu m'adresser à des amis plutôt qu'à l'État pour faire ce genre de choses-là. Et Dieu merci que j'ai pu acheter de l'or à un taux favorable, parce que maintenant, un mètre de ce tissu en 120 de large coûterait à peu près entre 15 et 16 millions d'anciens francs le mètre. Alors ça aurait été absolument impossible de le faire même. Depuis 10 ans se préparent chez le tapissier tentures, portières et toutes les garnitures de brocart. Certaines parties du brocart sont enrichies de broderies de fil d'or. Les motifs, exécutés séparément, sont ensuite rapportés sur le tissu. Des essais ont été nécessaires pour juger de l'effet. Exécution d'un motif sur une toile légèrement encollée. La broderie d'or donne du relief et fait jouer la lumière. Le motif terminé est rembordé, puis fixé sur le brocart. Ces bandes de soie tissée sont gancées de fil d'or. Elles soulignent les contours du dessin. Les franges, les galons, qui permettent au tapissier d'apporter le fini à son travail, sont l'œuvre du passementier. Fil de soie et fil d'or tissés ensemble forment ici un galon appelé crête. Comme pour le grand motif, à partir de cet échantillon ancien, une carte de tissage a été mise au point pour réaliser le petit motif du brocart dont 50 mètres seront tissés. Un motif couvre le dessus d'un pliant. L'épaisseur du tissu, sa richesse, rendent ce travail particulièrement délicat.
C'est le roi lui-même qui a conçu le décor de sa chambre. Faire, au-dessus de la grande corniche, un fond de mosaïque richement orné, dans le milieu duquel il y ait une belle figure représentant la France, assise sur des trophées. Le tapissier tend de toile le mur du fond de l'alcôve. Alcôve dérive de l'arabe al-koba. À l'origine, l'alcôve était l'enfoncement où se tenaient les souverains arabes. Le sens honorifique de l'alcôve s'éteignit peu à peu. Elle est remplacée ici par une simple arcade. Ces bandes de satin permettent de masquer la toile qui pourrait apparaître entre les tentures mobiles. Précisons que ce mur du fond fut créé en fermant les 3 baies qui ouvraient sur la galerie. L'ensemble des tentures, rideaux, portières, garnitures du lit faisait partie du meuble. Avant que Louis XIV n'ait fixé la cour à Versailles, les châteaux royaux n'étaient pas meublés en permanence. Quand la cour se déplaçait, on apportait le mobilier de Paris. Par la suite, l'usage des tentures mobiles fut conservé. Elle permettait de changer le décor au début de l'été et au début de l'hiver. Pour préparer la reconstitution du lit, une maquette fut réalisée grâce aux archives. Le châssis, le dossier, les traverses et les goberges qui constituent le sommier, le champ tourné, les soubassements, la courte pointe, le traversin, le grand dossier, l'impérial, les piliers, le fond de l'impérial, l'ensemble des rideaux, bonne grâce, cantonnière et pente.
Le 1er septembre 1715, Louis XIV est mort dans cette chambre. C'est donc le meuble d'été qui la décorait à ce moment. Selon l'usage, le premier gentilhomme hérita de ce meuble et l'on ne sait ce qu'il devint. Le meuble d'hiver fut utilisé par Louis XV et Louis XVI. Celui-ci dut se résoudre à le faire détruire en raison de sa vétusté. Alors quel meuble pouvait-on restituer? Les échantillons de brocart conservés au Mobilier National et les archives ont conduit à restituer le meuble de 1723 qui fut livré lors de l'installation du jeune Louis XV à Versailles. Le style de ce meuble est très proche de celui des précédents. Lorsqu'on lit le mémoire de la livraison de 1723, on ne peut qu'admirer la fidélité avec laquelle ce meuble est restitué. En dehors des cérémonies du lever et du coucher, certaines audiences solennelles se déroulaient dans la chambre. La balustrade avait un rôle dans ce rituel. Elle délimitait l'alcôve où seuls pouvaient se tenir ceux autorisés par le roi. Le lustre est aussi une restitution. Il apporte la note finale à cette entreprise fabuleuse. Entreprise rendue possible par l'ampleur des recherches, la générosité des donateurs, le talent des artisans. La chambre a retrouvé toute sa magnificence. Aujourd'hui, comme il le fit le 16 novembre 1701, le roi pourrait dire « Elle est trop belle pour un homme de mon âge.